Salut à tous, bienvenue dans le 13-30. On est le 8 avril, mercredi 8 avril, et je suis avec Alexis Douane. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à tous. Comment vas-tu, Steve? Eh bien, je vais plutôt bien, mais je me rends compte que je t'ai pas demandé si on prononçait le S à la fin ou pas. Le Non, on ne doigt. le prononce pas. Ah On ben, a mis j'ai un S été. parce qu'on est plusieurs. Ben, vous avez raison. Eh, pareil pour Alexis, excellent. Moi, je les ai mis, mais devant. Steve Oui, Savio. je vois ça. Qu'est-ce qu'on est bon. Alors, en plus, juste avant, tiens, ton bureau à distance, il dit qu'il est pas content, c'est moi. C'est bon. Non, c'est C'est chez bon, toi. c'est bon. euh... Oui, tiens, c'est étonnant. Oui, non, c'est bon. Oui, Oui, donc juste avant, je dis, hey, on démarre dans 10 minutes alors que c'était 10 secondes. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal aujourd'hui là. Et on va vous parler d'Active Directory et le modèle de tiering. C'est l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, pas de problème car il est sur la chaîne Neos TV. On est sur du bon replay sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, les amis. Voilà, bah écoute, si tu veux démarrer, Alexis, c'est tout bon oui, pour moi. bien sûr. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, on va parler un petit peu des comptes Active Directory, surtout les comptes d'administration pour administrer le modèle sharing. Donc, résumé très rapidement, modèle sharing, on va avoir trois tiers. Tiers 0, tout ce qui est lié au domaine. Tiers 1, tout ce qui est lié au serveur. Tiers 2, tout ce qui est lié au poste, à l'accès à la ressource. Donc, pour chacun de ces tiers, on va avoir besoin de comptes pour pouvoir les administrer. Mais on va avoir différents types de comptes. On va avoir des comptes standards. Donc, les comptes standards, c'est clairement votre compte bureautique pour accéder à votre boîte mail, pour accéder à vos ressources de production. Donc, ce sont des comptes qui n'ont aucun privilège d'administration. Mhm. Et ensuite, l'ensemble de votre personnel SI et des prestataires, enfin, l'ensemble de votre personnel et vos prestataires qui ont besoin d'accéder à votre SI doivent avoir ce compte standard nominatif. Très important qu'il soit nominatif, ou en tout cas, s'il est partagé, qu'on sache qui sont les personnes Mhm. qui ont accès, pardon. Mais par contre, d'un autre côté, on va avoir les comptes d'administration. Donc les comptes d'administration, c'est des comptes qui vont avoir la possibilité d'avoir des privilèges, des délégations sur votre environnement. Chacun de ces comptes d'administration dans le modèle sharing, forcément, appartiennent à un tiers et uniquement à un seul tiers. Un Mhm. compte d'administration qui administre le tiers 0, même s'il est domaine admin, ne fera que de l'administration du tiers Mhm. 0 et ne se baladera pas sur les autres tiers. Donc voilà, hein, on ne doit pas pouvoir exploiter ces comptes en vue de pouvoir modifier de la donnée métier. Par exemple, hein, petit exemple tout bête, mais on ne va pas modifier les Excel des congés avec son compte domaine admin. Non, on ne Oui. fait pas ça. On sépare bien les comptes et les usages. Ils sont dédiés uniquement à l'administration. Et toute personne qui a un compte d'administration doit avoir un compte standard distinct. Alors attention, on fait la séparation des comptes, mais on fait aussi la séparation des mots de passe. Si on sépare les comptes et qu'on met le même mot de passe sur tous les comptes, ça ne sert à rien. Donc il faut Oui. bien avoir aussi des mots de passe différents. On a des outils d'audit qui nous remontent ça, et ça arrive que des comptes d'administration ont les mêmes mots de passe que les comptes standards. Et bien sûr, bah, vous, en tant que personne physique, vous avez peut-être besoin d'accéder à plusieurs tiers. Donc dans ce cas-là, vous aurez un compte d'administration pour chaque tiers que vous devez administrer. Ok. On a aussi, bien sûr, bah, les comptes de service, hein. On a parfois besoin bah, de lancer un service, de lancer une tâche planifiée, et on peut avoir plusieurs comptes de service différents, plusieurs types de comptes. On va avoir dans un premier temps le compte AD, le compte standard, l'objet utilisateur qu'on considère en tant que compte de service, qu'on va Mhm. limiter le plus possible sur une machine ou avec deux machines s'il y a une interaction qui se fait entre deux machines avec ce compte. Et on va faire bien sûr des délégations les plus fines. Mais c'est un petit peu embêtant ces comptes-là. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des rotations de mots de passe. Et il faut, d'après les recommandations de l'ANSSI, faire des rotations entre 1 à 3 ans. Donc, Mhm. certes, on le voit quand même un petit peu venir, mais c'est toujours embêtant. Parfois, on peut oublier. Et des comptes de service, on peut en avoir beaucoup dans Mhm. notre environnement. Donc, on a une solution à ça, c'est les comptes de type MSA. Alors, MSA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Manage Service Account. On en a plusieurs types, le SMSA, GMSA, DMSA. Celui qu'on voit majoritairement utilisé, c'est le GMSA, G pour groupe.
C'est un Ouais. compte de service qui peut être exploité par plusieurs machines. Tout simplement, on crée un groupe, on met les machines dans ce groupe, et ce groupe est rattaché au compte GMSA. Toutes les machines qui sont dans ce groupe pourront exploiter le compte GMSA. Ok. C'est très bien, le mot de passe se change tous les 30 jours, mais automatiquement. Ah Nous oui. n'avons plus rien à faire. D'accord. C'est un mot de passe qui est bien costaud, que vous n'avez pas besoin d'accéder, mais par contre, forcément, s'il y a des avantages, la contrepartie, c'est que on ne peut l'exploiter que dans des environnements Microsoft, que avec Mhm. des applications, quasiment que avec des applications Microsoft. Donc, on ne peut pas l'exploiter toujours. Et à la fin, on peut avoir aussi besoin, c'est du compte système. Donc le compte système, hein, le vraiment NT Authority System, lui peut être intéressant à utiliser pour des petites tâches planifiées de redémarrage. Mais c'est rare, on va toujours privilégier quand même un compte GMSA, mais ça peut être une solution. Dans tous les cas, vous n'aurez pas un seul type de compte, vous aurez toujours une mixité au niveau des types de comptes. Moi, mon conseil que j'ai à vous donner, c'est essayez de voir si vous pouvez mettre un GMSA, et si on ne peut pas, malheureusement, eh bien, on met un compte AD standard. Ok. Alors c'est bien, on a vu qu'on mettait des petites chaires à gauche à droite, on en met trois. On a plusieurs types de comptes, mais ces comptes-là, il faut les isoler, il faut les renforcer. Même si on se dit qu'on n'utilisera que le compte du tiers 0 dans le tiers 0, eh bien Mhm. un attaquant, lui, s'il récupère ce compte-là, il va peut-être essayer d'aller sur d'autres tiers. Et même, on veut quand même pas donner un monde ouvert aux gens avec leur compte, mais plutôt un chemin bien droit, bien sur des rails, pour qu'ils les suivent et qu'ils ne puissent pas sortir de ça. Donc pour l'isolation des comptes, on a deux possibilités. La première isolation, c'est une isolation toute bête qui se fait par GPO. Là, par exemple, une petite GPO d'isolation du tiers 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire l'accès euh, à l'ordinateur sur plusieurs types d'ouvertures. Donc on a l'accès à partir du réseau, à partir d'une session locale, en tant que service, en Mhm. tant que tâche, et par les services terminal serveurs. Ces cinq accès-là, il faut les bloquer à l'ensemble des comptes qui ne sont pas, dans ce cas-là, du tiers 2. Alors comment on fait Mhm. ça? Tout simplement, hein, on crée un groupe T1 All User et on met tous les utilisateurs du T1 dedans. Alors, quand je dis on, c'est bien sûr un petit script en tâche planifiée. Ouais. C'est l'idée. Et pareil pour toutes les machines. On bloque toutes les machines. Et on fait ça pour le T1 et pour le T0. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'accès à la machine via ces différents types de comptes. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est au final, qu'est-ce que c'est? C'est une blacklist. Mais on a une autre solution qui s'appelle l'authentification en silo, qui, elle, est une whitelist. Alors, Mhm. comment ça marche? En fait, on va avoir un silo d'authentification, donc vraiment une sorte de groupe, hein, vulgairement. Et dedans, on va mettre deux types d'objets. On va mettre des comptes utilisateurs et des machines. Et en configurant le silo, ce qu'on va dire, c'est que les comptes utilisateurs ne peuvent se connecter qu'aux machines qui sont dans le silo. Donc, concrètement, notre compte admin du domaine, eh bien, il pourra se connecter au contrôleur de domaine sur un poste, une administration standard. C'est très intéressant, c'est très performant, ça utilise les dernières technologies de Kerberos et Mhm. c'est très sécurisé. Euh, alors, quelles sont quelles sont les meilleures solutions entre les deux? Concrètement, pour le tiers 0, ça va être de mixer les deux. On va mettre ceinture et bretelles, mais on va mettre les deux en simultané. Pour le tiers 1, on va plutôt privilégier l'identification en silo. Et pour le tiers 2, alors, on a beaucoup de machines qui arrivent, et ça peut être compliqué de rajouter à chaque fois des machines, des postes de bureautique Mhm. dans le silo. Donc là, on va plutôt privilégier la technique par GPO. Ok. Alors attention, l'authentification et silo est très très profonde, parce que si cet utilisateur Alice essaye, alors plutôt on va prendre Alice ici. Ouais, Si celui-là est mieux. Alice essaye d'accéder, comment Steve? Et très bien, celui-là. Prenons Alice ici. Alors, on va prendre Alice ici, et du coup, si elle essaye de se connecter sur le contrôleur du domaine, depuis son poste qui n'est pas dans le silo, Mhm. elle fait une session RDP, le contrôleur de domaine est dans le silo,
le compte est dans le silo, mais son poste, elle, n'est pas dans le silo, donc elle ne peut même pas initier une connexion RDP. Hmm. Il faut que son poste soit aussi dans le silo si elle souhaite initier une connexion RDP. Alors le but d'isoler les comptes, c'est surtout d'éviter la dissémination de secrets. On veut garder tous les secrets d'authentification du tiers 0 sur le tiers 0, du tiers 1 Hmm. sur le tiers 1, du tiers 2 sur le tiers 2. L'administration. Alors, on a vu un petit peu les comptes, mais on a aussi autre chose pour administrer, on n'a pas qu'un compte. Nous avons des postes. Et Mhm. les postes à utiliser, c'est ce qu'on appelle des PAW, Privilege Access Workstation. Donc, c'est concrètement votre porte d'entrée sur votre tiers. C'est un composant qui est très sensible parce que, justement, il permet d'administrer les tiers. Euh, alors, quelques petites recommandations. Il faut que ce soit géré, bien sûr, par l'entité en elle-même. Il ne faut pas que ça soit géré par un prestataire. Isolé, Mhm. surveillé et hardené, durci au maximum en respectant les deux fameux principes. Le principe du moindre privilège. On va uniquement mettre les droits dont la machine a besoin. Ça se fait aussi sur les machines. Et le principe de la moindre exposition, concrètement, on va retirer tous les services et tous les accès que la machine n'a pas besoin pour son rôle de pot. Donc concrètement, une pot, déjà, n'a pas besoin d'avoir un accès à Internet. Mhm. Elle n'en a pas besoin, elle a juste besoin d'initier après des connexions vers du RDP. Donc on va lui enlever ça. On va lui couper tous les services, par exemple le spooler d'impression, on n'en a pas besoin. On va couper tout ça, etc., etc. On a des différentes GPO qui existent sur Internet que vous pouvez consulter pour hardener vos pots. Donc hardener, c'est durcir, c'est renforcer la sécurité. Mhm. Donc concrètement, j'ai Alice, ici, qui veut accéder à son environnement bureautique. Eh bien, elle va utiliser son PC portable dédié à la bureautique et accéder à la donnée métier, pour mettre ses congés, par exemple. Ensuite, on a Bob, qui lui veut accéder au contrôleur de domaine. Donc, il va utiliser son pot T0 Mhm. et accéder à l'administration sur les serveurs. Alors, comment on fait les pots, justement? Il existe trois façons de faire des pots. On va avoir le pot dédié, le poste d'administration multiniveau et le poste d'administration avec un accès distant au SI bureautique. Mhm. Alors, on va les voir un peu plus en détail. Le premier, concrètement, c'est très simple à comprendre. Un poste qui ne peut accéder qu'à la bureautique, un Mhm. poste qui ne peut accéder qu'au SI d'administration. Là, ça va. Donc, c'est très simple. C'est la meilleure solution. Au niveau sécurité, on a séparé au niveau physique. Mhm. Concrètement, là, c'est inviolable au niveau hardware. Par contre, forcément, ça a des coûts qui peuvent être importants, parce qu'on a trois tiers. Et un pot, Mhm. c'est dédié qu'à un seul tiers. Donc une personne qui aurait besoin d'accéder à trois tiers devrait avoir un poste bureautique, plus trois postes d'administration. Mhm. Ce qui commence à faire un petit peu lourd dans le sac. Alors, on a d'autres solutions. On a des OS qui vont être dédiés, en fait, pour faire un poste multiniveau. Alors, qu'est-ce que c'est, ces OS? Pour vulgariser un petit peu, ça va être un hyperviseur de type 1. Donc, on Mhm. ne fait pas des VM de type 2 pour ça. C'est vraiment un hyperviseur de type 1. Et dedans, on va avoir une VM pour notre bureautique et une VM pour notre SI d'administration. Et on va pouvoir très simplement switcher d'une solution à l'autre. En solution technique, vous avez CubeOS qui permet d'isoler très finement l'ensemble de ce poste multiniveau. Alors, attention, hein, on isole vraiment énormément. On ne peut pas faire de copier-coller entre votre VM bureautique et votre VM Mhm. d'administration. Pas de partage réseau entre les deux. Tout ça, on isole le plus strictement possible Ouais. pour éviter qu'on puisse exploiter une faille qui passerait via un copier-coller, via un partage réseau. Donc, on a cette solution-là. Et On en a d'autres? on en a d'autres. Il nous en reste. Alors, juste avant, je reviens sur celle-ci. On a celle-ci, ça c'est toujours le poste multiniveau. Et comme je le Mhm. disais, ce n'est pas une machine haute qui est bureautique puis une machine virtuelle d'administration, ni Mhm. l'inverse. C'est vraiment deux machines virtuelles côte à côte. D'accord. Et la dernière, celle-ci, Ah oui. Ah, je me suis euh, gouré.
C'est la dernière solution où là, par contre, on va avoir un pot, un poste d'administration physique, sous la forme de notre PC portable dans notre représentation, et Mhm, qui va avoir une exception sur le pare-feu pour accéder à un bureau virtuel qui accédera à la bureautique. Alors on le fait toujours dans ce sens-là, parce qu'il faut être parano hein, dans ce monde. Il faut toujours se dire, imaginons qu'on a un keylogger sur nos postes bureautiques. mhm. Eh bien, si on fait l'inverse, même si on se connecte à distance sur une VDI d'administration, eh bien, le keylogger récupère tout, Ouais. récupère vos comptes d'administration. Alors que si on passe comme ça, on est toujours du plus sécurisé vers le moins sécurisé, eh bien dans ce cas-là, s'il y a un keylogger sur le bureautique, il va récupérer vos jours de congé uniquement. Mm. Et donc là, je pose la question. Parce que voilà, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on a encore d'autres solutions que ceci? Alors oui, ça, c'est les 3 solutions qui sont proposées par l'ANSSI. On va avoir d'autres types de solutions, par exemple, un une double, une double infrastructure RDS, une Mhm. dédiée à l'administration et une dédiée à la bureautique. Et au Ouais. final, vos postes ne seront plus que des clients légers. Ok. C'est une solution qui peut être aussi intéressante pour réduire un petit peu le coût hardware, surtout des RAM en ce moment, sur les Mm. postes et déployer quand même quelque chose de sécurisé. Par contre, pareil, il faut renforcer au maximum la sécurité sur les postes physiques pour éviter le moindre échange entre les 2 VDI. Tout ce Mm. qui est échange entre le SI bureautique et le SI d'administration, ça sera impossible. Donc on a ce type de solution. On a aussi la possibilité, bah, ça rejoint un petit peu le poste multiniveau, mais d'exploiter votre machine physique Windows en mettant Hyper-V. Ouais. Hyper-V qui, je le rappelle, est un hyperviseur type 1, et du coup de créer 2 machines virtuelles. Comme ça, vous n'avez pas à changer toute votre infrastructure. Vous avez déjà Mm. Windows, sûrement en professionnel, donc vous pouvez installer Hyper-V sur votre poste, Mm. enlever tout. La machine haute ne fera que lancer le service Hyper-V. Donc on Ouais. enlève tous les mails, etc. Et ensuite, on remet tout dans une VM bureautique et Node dans une VM d'administration. Mm. Ok. Et Donc tu voilà jongles, les différentes tu solutions qui jongles existent. entre les deux machines virtuelles que tu veux accéder à la partie bureautique ou administration, et C'est chacun ça, avec son compte et ses droits d'accès spécifiques, c'est ça? c'est ça. Ok. Et la question à se poser, je te laisse terminer. Et au niveau de l'utilisateur, Mhm. dans la vraie vie, cet usage, est-ce qu'il se gourre pas entre l'une et l'autre de ces machines virtuelles? Alors après, tu peux mettre un Non, bureau en fond bleu et un bureau en fond vert, tu vois, pour que bah ce soit visuel. oui, mais concrètement sur le pot, donc la machine d'administration, celle qui accède au SI Mhm. d'administration, on enlève internet, on Ouais. enlève, tout, ça va juste être une machine qui va nous permettre de rebondir après en Mhm. RDP vers un contrôleur de domaine. Ok. Donc même si se Donc gourre, il va pas aller loin, quoi. c'est ça, il va pas aller loin, il pourra pas installer ses outils, alors il aura les comptes d'administration de son poste, mais il les utilisera pas par défaut il sera pas administrateur de Mhm. cette VM. Donc là, c'est vraiment s'il veut installer quelque chose dessus, c'est qu'il voulait vraiment l'installer, Mhm. et casser la sécurité. Et tout ça, s'il veut casser la sécurité, on envoie tout ça dans un SIEM et après on vient lui taper dessus. Bien. Bien, bien ça. Parti, on tape dessus. Donc voilà pour les postes d'administration et j'avais parlé lors de la précédente présentation de la fameuse Red Forest, l'ancien modèle Mhm. qui est déconseillé maintenant par l'ANSSI, mais qui était beaucoup utilisé avant, que certains encore privilégient, certains anciens de l'Active Directory privilégient pour la sécurité. Alors, ce n'est plus un modèle de sécurité du tout, mais par contre, si vous avez à minima 3 forêts, eh bien, vous pouvez mettre en place une Red Forest pour réduire le nombre de pots, réduire le nombre de machines qui vont accéder à votre environnement. Mhm. Concrètement, toute la partie tier 0 et tier 1, on va la mettre dans notre Red Forest, et du coup, on n'aura besoin que d'un seul pot, alors un seul pot pour le tier 0, un seul pot pour le tier 1 par personne. Par contre, si on a 3 forêts,
et qu'on a une personne qui est tier 0 dans les 3 forêts, eh bien, Mhm. il lui faut 3 pots, 3 comptes pour pouvoir administrer les 3 forêts sans souci. Oui. Donc là, voilà, on réduit un petit peu le nombre de machines. Certes, on doit monter une infrastructure à côté, mais ça réduit tellement le nombre de pots que c'est économiquement intéressant. Et Mhm. c'est juste la seule fonctionnalité actuelle de la Red Forest, être économiquement intéressante. Mhm. Et la dernière étape, ça va être le fameux bastion. Donc, le bastion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme sécurisée qui va servir de porte d'entrée unique pour accéder à vos différentes ressources critiques. Mhm. Ça vient après le pot. Bien sûr, il y aura un petit schéma récapitulatif à la fin. Cool. Ça qui est intéressant avec le bastion, c'est tout ce qui va être le JIT, Just in Time, donc donner les droits uniquement quand l'utilisateur s'authentifie sur le bastion, hop, on le met dans le groupe domaine admin, si c'est du T0, et il peut accéder au contrôleur de domaine. Mhm. Et dès qu'il va fermer sa session, le groupe est automatiquement retiré de domaine admin. Comme ça, si un jour le compte est corrompu, mais que la personne ne s'est pas connectée sur le bastion, eh bien ce n'est pas grave, le compte domaine admin ne sera pas domaine admin à ce moment-là. Donc ça limite énormément les risques. Bien sûr, on maximise tout ce qui est authentification avec du MFA, avec éventuellement des petites clés FIDO physiques, c'est l'idéal au niveau sécurité. Et Mhm. quelque chose qui fait un petit peu grincer des dents, mais on enregistre toutes les actions qui sont réalisées. Alors, Ouais. ça peut faire grincer des dents sur deux sujets. D'une, c'est lourd, faut le stocker. Et de deux, bah, on a toujours un peu l'impression d'être surveillé sur quand on fait du coup nos actions. Donc ça peut être un Mhm. petit peu mal vu. Mais le but, c'est pas de surveiller les gens. Euh, Déjà, c'est très long hein, de regarder des heures et des heures de diffusion, mais Mhm. c'est surtout pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé si on s'est fait attaquer, et savoir qu'est-ce que l'attaquant a fait, quelles sont les Ouais. actions qu'il a fait. C'est tout simplement pour faire de la forensique. Donc, on recommande énormément d'enregistrer les accès. Ouais. Et bien sûr, on utilise un bastion soit pour les connexions externes ou pour les connexions internes. Et comme je le disais, Mhm. on peut le lier à des solutions PAM hein, ou du JIT qui permettent de renforcer encore d'un cran la sécurité. Et ça, c'est pareil, c'est à chaque tiers? Oui, c'est un bastion dédié par tiers. Alors Ok. souvent, on va, pour des raisons de coût, dans la majorité des infrastructures, on va mutualiser le tiers 1 et 2, mais il faut Mhm. surtout séparer le tiers 0, Oui. que le tiers 0 soit bien séparé. Donc ça, bon, je vais la passer parce que c'est comme je disais, Mhm. pour l'interne, on utilise toujours un bastion pour pouvoir enregistrer et limiter aux seuls utilisateurs autorisés, faire le MFA. Et pour l'externe, bah, ça permet d'accorder un accès externe qu'on peut couper temporairement, enfin qu'on peut définir sur la durée. Notre prestataire travaille pendant 2 jours, et bien au bout de 2 jours, ça sera coupé. Mhm. Ça Ok. permet de renforcer aussi un petit peu la sécurité, de pas oublier des comptes qui traîneraient. Et en plus, ben, le fait cette fois-ci, par contre, le fait d'enregistrer, ça nous permettrait aussi de voir les différentes actions qu'ont pu faire le prestataire au cas où il y a un problème. Mhm. Et c'est la fin de la présentation. Mhm. Et le schéma? On va parler d'un Le schéma, il a schéma, bah, disparu. justement, oui, il a disparu. Alors, bah, je vais vous faire le petit résumé visuellement. Mais concrètement, vous avez votre machine, votre compte T0. Mhm. Vous vous connectez avec votre compte T0 sur votre pot. Il n'a accès au final qu'à une seule chose, c'est le bastion. Donc, on va se connecter au bastion. Oui. Le bastion, lui, va nous authentifier, va nous donner des droits, va enregistrer notre session, et ensuite, derrière, il va nous rediriger, dans l'idéal, vers une machine d'administration avec des outils RSAT. Alors on se dit, mais pourquoi on ne va pas directement sur un contrôleur de domaine? Déjà d'une, il faut éviter de travailler directement avec les contrôleurs de domaine, mais la dernière petite brique de sécurité, ça serait que les contrôleurs de domaine soient en Windows Server Core. Ça Mhm. peut en rebuter certains, mais concrètement, une fois qu'on a une machine d'administration avec les outils RSAT, eh bien, on retrouve exactement la même chose que si on avait un contrôleur de domaine avec une interface graphique. Mhm. Et du coup, on a tout ce petit cheminement, et bien sûr, chaque étape, chaque machine redirige vers un SIEM
un SOC pour pouvoir loguer, pour pouvoir tracer toutes les actions qui ont été faites. Ok, très bien. Donc voilà. Eh bien, merci pour tout ceci. Alors, pour la semaine prochaine, les amis, nous serons le 15 avril et nous allons parler Power BI, dis donc. Power BI Embedded, et ce sera avec Kamel Sani. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, attends, j'ai envie de le vérifier parce que ce matin, j'ai eu de nouvelles informations que j'ai stockées et peut-être pas mis à jour ça. Non, c'est bien ça. C'est Power BI Embedded, des amis. Ça, c'est la semaine prochaine. Le 15 avril. Et ensuite, il y aura un trou parce que je suis en vacances et on reprendra le 29 avec Copilot GitHub dans VS Code, dis donc. Ça va être... ah oui, et tout ça, c'est des super pouvoirs pour la Power Platform. Ce sera avec Sylvain Gross. Donc, la semaine prochaine. Et ensuite, on passera au mercredi 29. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Alexis. Et puis, on Avec se dit à la plaisir. prochaine fois. À la prochaine fois. Salut! Salut!